Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. L'accord RPT-UFC est-il encore d'actualité 9 ans pratiquement après sa signature? L'UFC, l'Union des forces de changement, la principale force de l'opposition des années 90-2000, qui a depuis cet accord politique perdu sans doute beaucoup de plumes. Quel plan pour revenir au devant de la scène politique et conduire peut-être à l'alternance, une synergie d'action de l'opposition togolaise est-elle encore nécessaire et surtout réalisable? Pour en parler, nous recevons cette semaine l'honorable Sénat Alipuy. Oui, honorable, bonjour. Bonjour, Monsieur Boko. Et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du président national de l'Union des forces de changement, Gilchrist Olympio. Vous êtes également troisième vice-président de l'Assemblée nationale du Togo. Et nous vous souhaitons une bonne heureuse année pour... Bonjour, Monsieur Boko. Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, chers internautes également. Vous êtes le troisième vice-président de l'Assemblée nationale du Togo, un cadre du parti de l'Union des forces de changement UFC de Gilchrist Olympio. Effectivement. Et en ce début d'année, avant tout propos, je dois m'acquitter du devoir de souhaiter une bonne et heureuse année à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Je souhaite que cette année soit une année de paix, une année de liberté, une année de prospérité et que les crises sanitaires, sécuritaires au niveau sous-régional et ce début de récession appartiennent au passé. Bonne heureuse année également à vous. Et je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer à notre débat avec des questions écrites via WhatsApp dans la seconde partie de cette émission, au plus 228 96 46 10 31. Je rappelle le contact, plus 228 96 46 10 31. Vous pouvez d'ores et déjà adresser vos questions à notre invité sur le plateau. Que pensez-vous du repositionnement politique de l'Union des forces de changement UFC? L'accord RPT-UFC a-t-il permis au Togo d'engranger des points politiques positifs? Le parti de Gilchrist Olympio peut-il encore conduire à l'alternance? Voilà, entre autres questions auxquelles vous pouvez répondre et poser vos questions directement à notre invité qui est au plateau avec nous. Et après ce rendez-vous politique, vous pouvez basculer vers la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 avec les chaînes ST du bouquet New World TV. Vous pouvez bien suivre la Coupe d'Afrique des Nations sur le bouquet New World TV à travers nos chaînes partenaires ST. Revenons à nos moutons, honorable Sénat. Je voudrais commencer par l'actualité des libertés publiques. Certains pensent que l'année 2021 a été marquée par des espaces de liberté de plus en plus réduits pour l'opposition, avec des acteurs politiques, des journalistes, des activistes emprisonnés. Est-ce que vous partagez cette opinion? Il faut dire que, en toute sincérité, que notre apprentissage de la démocratie se fait non sans écueil. En anglais, les Anglais appellent ça growing pains, c'est-à-dire qu'à mesure qu'on grandit, il y a des douleurs qui viennent avec. Nous sommes en train d'apprendre à nous respecter. Nous sommes également en train d'apprendre à défendre nos droits. Et tout cela se fait progressivement. Ce que je peux dire par rapport aux arrestations et aux difficultés que nous avons connues cette année, c'est que l'invective ne peut pas remplacer un argument ou une argumentation sérieuse, où l'invective ne peut pas être le seul argument qui était une accusation ou des propos. Qu'a-t-on, quelle vérité veut-on dire, qu'on doit dire, qu'on ne peut pas dire, je veux dire, sans insulter? Je pense que si on pouvait se contenter de dire la vérité sans y ajouter des insultes, notre démocratie aurait beaucoup plus progressé. Cela étant dit, la liberté d'expression, la liberté de presse, ce sont des choses sacrées. En tout cas, la liberté d'expression est consacrée dans notre Constitution. Donc c'est un droit que les Togolais ont. Ils l'exercent. Et s'ils sentent que ce droit est parfois menacé, nous avons les partis politiques qui sont là, nous avons la société civile qui est là. Nous pouvons monter au créneau, surtout nous qui sommes de l'opposition, pour essayer de nous assurer que ce droit constitutionnel soit également respecté. Nul n'est infaillible, que ce soit un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, il peut faire des erreurs. C'est la même chose également pour les officiers de police judiciaire ou pour les forces de sécurité dans l'exercice de leur mission. Donc tout ce que moi je peux dire, c'est que il faut éviter
autant que possible, comme vous le faites si bien vous-même. Monsieur Boko, je ne vous ai jamais entendu, depuis 5 ou 6 ans que je suis ici, insulter quelqu'un pour étayer une argumentation. Il faut vraiment mettre l'invective de côté pour qu'on puisse aller au fond des choses. Et effectivement, il y a des problèmes qui ont besoin d'être résolus. Il y a des problèmes de gouvernance. On ne peut pas aller au fond des choses dans une ambiance d'invective parce que ça crée des clivages, ça crispe et on n'arrive pas à régler les problèmes de fond parfois. Donc, moi, je souhaite que les journalistes aient plus de moyens pour faire leur travail, qu'au lieu des 150 et quelques millions qui sont dédiés à la presse, il y ait entre 2,5 et 3 milliards qui soient alloués à la presse pour vous permettre d'avoir des salaires décents, pour vous permettre d'avoir des conditions de travail dignes de ce nom, pour pouvoir permettre de continuer à vous former une fois que vous avez obtenu vos diplômes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut espérer de vous que vous nous offriez un journalisme aux standards internationaux, où on pousse, on investigue, on révèle des choses, le tout dans le respect des libertés, où on n'est pas obligé de recourir à l'invective ou au populisme pour avoir foule, je veux dire, on n'est pas obligé de recourir à des informations uniquement sensationnelles pour pouvoir vendre l'information. Donc moi, c'est mon souhait, que la presse soit accompagnée, qu'elle soit financée adéquatement et que nous tournions la page des invectives pour que nous puissions faire un bond qualitatif dans ce domaine-là également. Vous disiez tantôt que lorsque la liberté vous semble menacée, en tant que parti politique, vous devez monter au créneau. Est-ce que cela, justement, ne vous a pas manqué dans le cadre des arrestations des activistes, des hommes politiques et des journalistes ces derniers temps? L'Union des forces de changement n'a pas porté haut sa voix. C'est le 30, jeudi 30 décembre, j'étais sur le plateau de Radio Lomé et on me posait la question justement concernant Ferdinand Haïté, Joël Ega. Que vous connaissez très bien. Hein? Oui, pour avoir été repassé comme un habit moi-même par les deux. Mais c'est de l'histoire ancienne, vous savez. Les critiques permettent de s'améliorer, donc ils sont dans leur rôle. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc, puisque vous disiez que nous ne montions pas au créneau, si, je l'ai fait moi-même et j'ai demandé à ce que la justice fasse son travail, aille jusqu'à son terme, et que s'ils sont innocents, ils sont libres. S'ils sont jugés coupables, plutôt que de purger une peine ou de les faire arrêter, pour le climat d'apaisement que le chef de l'État a toujours promu dans ce pays, qu'on les laisse rentrer chez eux, en tout cas c'est sa prérogative, qu'il use de son droit de grâce pour les laisser rentrer chez eux. Et j'ai également dit que comme chrétien, quand on est offensé, il faut pardonner et que j'espère que cela touchera le cœur des plaignants. Et je pense que c'est le lendemain qu'on les a libérés. Mais vous, vous estimez avoir été repassé aussi, comme votre costume bien repassé aujourd'hui. Mais pourquoi vous n'avez-vous pas choisi de porter plainte? Que gagne-t-on à porter plainte? Quand je regarde la presse togolaise et quand je rencontre que ce soit des diplomates ou des gens qui prennent des décisions dans le milieu politique togolais, moi je plaide pour la presse. C'est-à-dire que je veux voir la presse togolaise grandir. Bon, quand tu veux aider quelqu'un à grandir, si cette personne fait une erreur, est-ce que l'approche punitive est la meilleure façon de l'aider à grandir? On regarde. Si je devais porter plainte à cette époque-là, dans l'affaire des 500 milliards pour les attaques ad hominem et ad personam dont j'ai été victime, il serait probablement fermé pour longtemps. Mais est-ce que c'est cette façon qu'on aide la presse à grandir? Qu'est-ce qu'on gagne? Je considère encore que rien ne dit que c'est vous qui aviez raison. Oui, mais vous m'avez demandé pourquoi je n'ai pas porté plainte. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des attaques personnelles. Étant une autorité, si je m'étais ne serait-ce que mis dans ce rôle, bon, ça serait un peu compliqué. Mais mon objectif n'est pas de punir les gens ou de dire que j'ai raison. Moi, mon objectif en politique, c'est de faire progresser les situations. C'est-à-dire qu'on est dans une discussion, tu viens, tu m'as insulté, tu as dit ce que tu as à dire. Le soir, je vais regarder dans ce que tu as dit, en dehors des insultes, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux utiliser pour me changer moi-même et moi aussi évoluer, ou quelque chose que j'ai à corriger pour progresser. Tout ce que tu dis ne peut pas être faux du début à la fin, parce qu'il y a une insulte dedans. Donc, j'ai tiré des enseignements de ce qui s'est passé avec eux. Moi, j'ai choisi de ne pas suivre cette voie-là, parce que j'estime que la presse
a besoin d'être accompagné au Togo. 150 millions ou les 150 et quelques millions, à mon avis, c'est dérisoire. Les journalistes qui constituent le quatrième pouvoir de notre démocratie doivent être dotés de moyens conséquents. Vous parlez de l'aide de l'État à la presse. Je parle de cela. Mais même quand vous prenez le budget de la HAC, ce n'est pas conséquent. Moi, ce que je souhaite, en tout cas si nous allons à une prochaine élection législative, dans le cadre de notre programme, j'essaierai de convaincre au niveau de notre parti que ce soit inclus dans ce que nous ferons si nous sommes en capacité, que l'aide à la presse soit portée à entre 2,5 et 3 milliards, pour ne pas dire 3 milliards à la base d'une part, et qu'on puisse dégager 4 à 5 milliards pour la HAC, qui est une institution qui... La haute autorité de l'audiovisuel et de la Absolument. communication. Pour qu'elle aussi elle puisse jouer son rôle, parce que l'information, c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons. L'information va vite. Les gens sont inondés d'informations. Ils n'ont pas le temps de trier. Ils n'ont pas le temps de faire ce qu'on appelle critical thinking. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Donc, ils reçoivent quelque chose, ils le lisent, ils le croient. Donc, c'est très important que l'information qui atteint les populations soit véridique, soit, si quelqu'un veut fouiller, vérifiable, qu'elle soit utile. C'est-à-dire que l'information aussi est devenue un enjeu aujourd'hui. Et vraiment, la presse a besoin d'être financée adéquatement. Et bon, malheureusement, je ne suis pas très riche, mais chaque fois que je peux, si l'opportunité se présente d'accompagner des journalistes, c'est avec beaucoup de plaisir parce que j'y crois. Pour boucler ce dossier, spécifiquement pour les 2 journalistes qui ont été jetés en prison, vous estimiez que leur place, évidemment, n'était pas la prison. Quelles actions spécifiques l'UFC à mener pour pouvoir conduire à leur libération en dehors des déclarations sur les médias, en répondant à des questions? Vous-même, quelle initiative avez-vous prise? Je n'ai pris aucune initiative parce que je fais confiance à notre justice. Notre justice n'est pas encore parfaite. Elle a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup d'améliorations à y apporter. Mais lorsqu'une affaire est pendante devant les tribunaux, il ne m'appartient pas, comme politique et de surcroît vice-président de l'Assemblée, de me fendre dans des déclarations pour interférer avec le cours de la justice. Personnellement, et ça je vous donne mon avis personnel, j'étais opposé à ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que je n'ai pas accepté les propos qu'ils ont faits, qu'ils ont tenus, tous les deux. Tout comme leur ligne éditoriale qui est faite de beaucoup d'invectives. Je ne les suis même pas, à vrai dire. Je ne regarde pas ce genre de choses-là moi-même. Donc, j'ai trouvé que ce n'était pas bien. Mais j'estime que leur place n'est pas non plus en prison. Vous savez, si un enfant s'amuse avec un couteau, je pense qu'il y a une façon de lui expliquer qu'un couteau c'est dangereux. On ne va pas lui couper un doigt ou lui couper la main pour qu'il comprenne qu'un couteau c'est dangereux. Il y a d'autres mécanismes par lesquels on aurait peut-être pu les amener à faire les choses autrement. Il y a des suspensions que la HAC fait avec beaucoup de dextérité et que j'apprécie beaucoup. Donc, personnellement, je ne pense pas que leur place était en prison. Mais quand est-ce que trop, c'est assez? Donc, on a atteint un point où il fallait faire quelque chose. Les plaignants sont aussi des citoyens qui ont leurs droits, qui l'ont fait. Comme parti politique, notre parti politique n'a posé aucun acte, à ma connaissance, pour demander leur libération. Je ne pourrais même pas aller défendre un dossier pareil. Leur dossier n'est pas bon. Maintenant, comme personne ayant un sentiment pour son prochain, lorsque la question m'a été posée, j'ai dit qu'on n'a qu'à laisser la justice faire son cours pour que les plaignants aussi aient un droit, aient aussi droit à la justice puisqu'ils sont citoyens togolais. Une fois que la justice a fait son travail, je compte sur le grand cœur et la magnanimité du chef de l'État, le président Faure Eswazini Gnassingbé, pour voir si humainement quelque chose est possible. Mais ça, c'est à sa discrétion. Et ce n'est que mon opinion. L'UFC, sans doute, a beaucoup changé dans le langage politique qui est devenu plus policé, pour ne pas dire très molle. Ce positionnement, est-ce qu'il ne nuit pas un peu à l'opposition? Parce qu'on connaît l'UFC. Dans le temps, cela aurait demandé des manifestations de rue, des casseroles à agiter, des investitives en retour. Et cette fois-ci, votre langage est très différent. Absolument, et je vous l'accorde, nous incarnons une autre ligne, une autre façon de faire la politique. Je ne suis pas de la dynamique révolutionnaire où on est dans la confrontation, on est dans l'affichage. Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes un parti d'opposition. Nous assumons le chef
le rôle de chef de file de l'opposition en ce moment. Mais je rappelle que l'opposition est plurielle. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une basse-cour où nous crions que nous sommes le coq. Nous considérons l'opposition comme un portefeuille où il y a plusieurs partis avec différentes compétences et on essaie de voir comment on peut travailler de façon complémentaire. Cela étant dit, nous ne faisons plus de tapage parce que nous sommes un parti responsable. Vous savez, quand vous avez... Donc vous n'étiez pas un parti responsable? Non. Quand je dis que nous sommes un parti responsable, je vais développer ma pensée. Nous n'étions pas aux affaires avant 2010. Nous n'avions jamais été aux affaires depuis 1963, puisque nous sommes héritiers de la Blodé et du CUT. Donc, on voit les choses, on dit, bon, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. On ne sait pas comment ça se passe du côté de ceux qui ont la gestion de l'État. Bon, maintenant, quand vous avez passé 9 ans au gouvernement, avec une dizaine de ministres, entre ceux qui sortent et ceux qui rentrent, une dizaine à une douzaine de ministres, et que vous avez cette culture de gouvernement, vous savez comment fonctionne l'État, vous savez comment on gère un État, vous ne pouvez pas tenir les mêmes propos que quelqu'un qui n'a jamais rien géré. Vous voyez que, et je ne veux pas citer de nom parce que ce sont des partis frères, beaucoup de partis qui maintenant ne gèrent ne serait-ce que des mairies sont beaucoup plus calmes et plus policés qu'ils ne l'étaient il y a ne serait-ce que 3 ans. Ils comprennent l'importance de participer, ils comprennent que tout n'est pas parfait et que c'est work in progress, c'est-à-dire que les choses sont dans un processus d'amélioration continue. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. On doit tenir des propos responsables, on doit dire la vérité aux populations. Ce qui n'est pas possible, on ne vient pas l'annoncer juste pour blaguer les gens et avoir du public. Donc notre exercice comme parti d'opposition est devenu beaucoup plus difficile et exige plus de rigueur parce que nous avons d'une part l'expérience gouvernementale, nous avons la responsabilité d'assumer la chefferie de l'opposition et nous devons faire progresser le Togo sur la voie du développement. C'est-à-dire qu'au-delà des querelles des chapelles politiques, comme parti politique, nous sommes impliqués dans la gouvernance de ce pays comme parti d'opposition parce que la gouvernance, ce n'est pas seulement l'exécutif qui exécute. Il y a quel rôle jouent les contre-pouvoirs et comment ils jouent ce rôle-là. Donc tout cela compte parce que le résultat, la résultante, la gouvernance dans le pays, comme classe politique, nous en sommes tous responsables. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas ministre que ce qui se passe, nous n'en sommes pas responsables. Nous avons des députés à l'Assemblée qui votons les lois qui passent avant d'être exécutées. Donc notre responsabilité est engagée dans la gouvernance du pays et cela nous oblige à une certaine sagesse, à une certaine pondération, à une certaine responsabilité dans la pensée, dans les propos et dans les actes. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Vous parlez de pondération, vous parlez de sagesse, mais ceux qui ont écouté Gilchrist Olympio et ses partisans avant et qui vous écoutent aujourd'hui, ils ont quelque peu le vertige de ce virage. Est-ce que vous les comprenez? Et eux, ils pensent que vous avez retourné votre veste de l'autre côté. Vous savez, avant de répondre à votre question, puisque vous étiez en train de me demander, en fait, si notre positionnement n'affaiblit pas l'opposition. Mais je veux vous dire aujourd'hui que l'accord du 26 mai 2010 a sauvé l'opposition togolaise. A sauvé l'opposition togolaise. Alors, je vois déjà certains amis opposants que je connais en train de sursauter dans leur siège en m'écoutant parler. Mais en réalité, si on fait une rétrospective, on fait juste un an derrière, du 14 décembre 2020 au 13 juillet 2021, 17 partis politiques ayant participé aux 3 dernières élections et ensemble représentant un peu plus de 80% des suffrages exprimés lors de ces élections se sont réunis dans une séance de dialogue pour 6 mois pour discuter de tous les problèmes que le pays avait et nous avons accouché de 51 recommandations que nous avons commencé à mettre en œuvre pour permettre au pays d'avancer. Cette méthode-là, cette école-là, cette façon de fonctionner, c'est l'école de Faure Gnassingbé, du président Faure Gnassingbé de Gilchrist Olympio, amplifiée, faite à une plus grande échelle. Nous l'avons fait à 2 en 2010. Les autres ont fait le tour du monde. Comme les Israéliens, ils ont tourné autour de la montagne dans le désert pendant 40 ans. Et 11 ans plus tard, ils ont compris que quand il y a des problèmes, il faut s'asseoir et discuter.
On Non, c'est obtient. pas en 2021 que les discussions politiques ont commencé au Togo. Bien avant, le Togo connaît aujourd'hui une trentaine d'accords politiques. Je vous parle d'un dialogue entre Togolais, où les Togolais se parlent entre eux. Il n'y a pas eu beaucoup d'interférences, il n'y a pas eu beaucoup de couacs. Il n'y a pas eu de facilitateur, comme on dit Il n'y a souvent. pas eu de facilitateur. Nous avons essayé de nous comprendre et nous avons fait des compromis. Maintenant, ça c'est unique parce que on n'a pas besoin d'aller chercher la CEDEAO, on n'a pas besoin d'aller chercher Kampaoré, le président Kampaoré ou Nana Akufo-Addo pour venir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire chez nous. On a des problèmes, nous en sommes conscients. On voit comment on peut améliorer l'existant. Et donc ça, c'est des choses que nous avons faites ensemble. Donc ça, c'est l'école de Gilles. Alors ça, c'est une porte de sortie pour l'opposition parce que la dynamique révolutionnaire dans laquelle ils étaient engagés, marcher toutes les semaines pendant 5 ans pour certains et soulever les populations en 2017 pour affronter une autre partie de la population et une partie des forces de défense et de sécurité, c'était sans issue. On a fait ça 1 an et demi et même quand les conditions étaient remplies pour aller à les élections, certains dans la surenchère politique, pensant pouvoir arriver au pouvoir sans passer par des élections, ont boycotté les élections. Depuis, ils ne boycottent plus rien. Maintenant, ils participent au dialogue. Alors nous estimons que c'est notre position qui a été rejointe par tout le monde. Et que si nous n'avions pas signé cet accord-là, et que nous n'étions pas dans cette dynamique-là, ils seraient dans une impasse. Donc moi, je me réjouis de cela, hein, je ne me moque pas d'eux. Je suis très content qu'après avoir perdu tant de temps sur la mauvaise voie, ils aient compris qu'il vaut mieux avancer à la lueur d'une bougie que de continuer à tâtonner dans l'obscurité. Ah ben, vous évoquez tantôt la pression populaire de 2017-2018 avec les soulèvements dans la rue. Certains vous ont reproché de ne pas avoir aidé l'opposition à convertir cet essai en but. Pourquoi n'aviez-vous pas été solidaire de cette opposition à l'époque pour faire bloc et pour une fois aboutir à l'alternance peut-être? Ce n'est pas le bon chemin pour parvenir à l'alternance. Ou on est démocrate, ou on ne l'est pas. Je suis contre les coups d'État militaires, je suis contre les révolutions populaires, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver à 4, 5, vous vous mettez dans la rue, vous saccagez tout parce que vous avez réussi à prendre le palais, vous vous déclarez souverain. Ce n'est pas la démocratie comme je la conçois. Dans d'autres processus démocratiques, le processus révolutionnaire qui permet d'aboutir à des résultats par cette voie-là existe. Je n'y crois pas et je ne peux pas m'engager dans des affaires pareilles parce que c'est sans lendemain. Je ne veux pas citer de pays, mais dans la sous-région, il y a des pays où on a démocratiquement élu un président. Parfois, il est presque à la fin de son mandat. On se met dans les rues, on rend la situation invivable. Les militaires le déposent. Un autre arrive, on reprend le manège, on le redépose, les militaires se déposent entre eux, il n'y a pas de solution. C'est des États de non-droit. Je pense que quand on a l'expérience gouvernementale que l'UFC a acquise pendant 9 ans, on a 72 ans, 73 ans de vie politique, puisque je compte le CUT, ça fait partie de notre actif et de notre héritage. Quand on a cette expérience-là, il y a des enfantillages qu'on ne fait pas. Il faut être responsable. Si vous voulez dire que c'est la démocratie que vous voulez faire, ça veut dire qu'il faut voter. Et quand on vote, il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit clair. Et justement, quand ce n'est pas clair, quand ce n'est pas transparent, quand les tuyaux de la transparence sont obstrués, quels sont les moyens de pression que vous avez? Comment vous allez exister politiquement? C'est là. Ça, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Dans la rue? Pas dans la rue. Lorsque je regarde les options que nous avons sur la table politiquement, la rue et la force ne sont pas de ces options-là. Il y a plusieurs autres moyens pacifiques et démocratiques d'arriver à ces fins. Moi, c'est que la rue et les coups d'État, là, même cadeau, je ne prends pas. Je ne suis pas dedans. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est une mauvaise façon de faire la politique et ça vous rattrape. Vous voyez, il y a un pays que j'aimerais tellement citer, mais je ne le citerai pas.
Vous parlez du Mali Je ne peux pas, du vous savez, Burkina Faso? compte tenu des fonctions que j'occupe, je ne peux pas m'ingérer dans les affaires internes de pays frères. Mais partout où on a cru renverser un pouvoir par la rue ou par la force, ultimement, il y a d'autres problèmes qui en découlent. Parce que le processus n'est pas démocratique. Et je vais aller un peu plus loin. Ici au Togo, dans les années 90, il y a eu des mouvements de rue qui ont été récupérés par l'élite politique et une partie de la bourgeoisie. Ils se sont cooptés, ils ont fait une conférence nationale qu'ils ont malheureusement déclarée souveraine. C'est ça leur erreur en fait. Mais ce n'est pas plus grave, ça appartient à l'histoire. Ils ont mis en place un gouvernement non élu. Gouvernement de transition. Dit gouvernement de transition, de consensus, ce que vous voulez. Kofigo. Ils ont mis une assemblée non élue en place et ils ont accouché d'une constitution dite de constitution 92 pour laquelle tant de gens sont morts. Cette constitution-là n'émane pas du peuple. Elle émane des gens qui se sont cooptés pour parler au nom du peuple. Comment est-ce possible puisque la Si vous voulez constitution faire a été votée par référendum? Oui. En amont, elle est, 98%. elle est validée par les populations. En aval, elle est validée par les populations. Mais et en amont. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si nous voulons une constitution qui émane du peuple, on met en place une assemblée constituante et on suit ce processus-là, on élit une assemblée constituante. Et c'est les gens qui sont élus avec ce pouvoir-là d'assemblée constituante qui vont nous proposer une constitution. Ils sont élus à cet effet. Élus dans quelles conditions? Mais ça se discute, ça se fait. Ce n'est pas la première fois que c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que ce processus-là, où vous élisez des gens avec une mission, un mandat, pour vous rédiger une constitution, ils font ce travail-là. Lorsqu'ils ont fini, ils retournent voir les populations pour valider ce travail-là par un référendum. Pour moi, ça donne plus de légitimité à cette constitution-là et ça fait que c'est une constitution moins confligène. Nos amis qui se sont cooptés, et je ne veux pas faire leur procès hein, ils étaient d'une autre génération, ils étaient dans une autre dynamique, il y a des pesanteurs peut-être que j'ignore dans mon analyse, mais ils se sont cooptés, au lieu de faire un travail objectif, ils ont déjà commencé à voir comment on peut mettre de côté Kofigo, comment on peut bloquer Yadema ici. Donc, ils ne sont pas mandatés par le peuple de façon expresse. Ils se retrouvent dans une position où ils ont à décider pour le peuple. Ils ne font pas un travail objectif. Forcément, c'est confligène. Après, on vous dit que Kofigo a rallié Yadema, il ne veut pas partir. Après, Kofi est passé comme ça, Kodjo est passé comme ça. Un an plus tard, on va aux législatives. On arrive dans une situation où Edem Kodjo, avec 6 députés, devient Premier ministre et l'autre, avec 36, se retrouve, il se fâche, il déserte l'Assemblée. Donc, la Constitution elle-même manquait de légitimité et était confligène. Bon, on la toilette. Bon, celui qui arrive l'a modifié à son avantage. Il dit que maintenant, les mandats sont illimités. Ça nous a pris 17 ans, quasi, ou presque 20 ans, avant de pouvoir relimiter les mandats. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand vous empruntez le mauvais chemin, vous pouvez avoir quelques bénéfices à court terme. Mais à long terme, ça vous rattrape. Oui, mais ma question précisément, si vous ne voulez pas de la rue, vous ne voulez pas de coup d'État, mais de quels moyens de pression disposez-vous pour animer la vie de l'opposition, surtout quand vos droits, vous percevez que vos droits sont brimés? Nous sommes en train d'essayer de bâtir un État de droit. Dieu merci, le concept de gouvernance partagée a écho au niveau de ceux qui contrôlent l'exécutif, en grande partie. Donc l'opposition a la possibilité d'être représentée au Parlement, c'est le cas. Nous avons 4 ou 5 partis en ce moment. L'opposition a la possibilité d'être représentée dans les conseils municipaux. L'opposition a la possibilité d'être représentée dans les différentes institutions de la République. L'opposition aura la possibilité d'être représentée au niveau régional, au Sénat. Ça, ce sont des espaces démocratiques où, étant donné que nous ne pouvons pas aller marcher, et que nous avons proscrit les coups d'État qui sont proscrits par notre Constitution, quand vous êtes dans ces espaces-là, au lieu de venir faire le fanfaron, il faut être convaincant pour arracher des compromis. Il faut convaincre au lieu d'essayer de vaincre. Si vous êtes convaincant, si vous argumentez comme il faut, et que ce que vous proposez est raisonnable et c'est du bon sens, tout le monde y adhère. À titre d'exemple, quel compromis avez-vous déjà arraché avec la méthode que vous
déroulé? Je me souviendrai toujours de la journée du 19 mai 2019. Nous devions voter les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Depuis 2 jours, nous ne dormions pas. Entre les réunions au salon de M. Olympio, les discussions de couloir avec le pouvoir et d'autres démarches que M. Olympio nous a demandé d'exécuter, nous étions dans une situation compliquée. Nous avions les modifications prescrites par la CEDEAO qui étaient au Parlement et la mouture qui arrivait sur la table pour être votée, alors que le parti au pouvoir dispose d'une majorité confortable de 59 députés, était que nous aurions un septennat. Nous avons essayé de discuter avec eux, nous avons dit, mais les amis, 7 ans, donc s'il est réélu 2 fois, ça fait 14 ans. On ne peut pas faire des choses comme ça. Pour nous, opposition, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Ça a été des tractations, des discussions, et jusqu'à la dernière minute, le chef de l'État, le président de la République, avait toute la liberté. Il pouvait avoir 2 septennats et personne n'aurait rien à faire parce que c'est légal, c'est légitime, il a une majorité au Parlement. Mais nous avons discuté, argumenté. Et à ce moment-là, j'ai vu mes aînés, Agbeome Kodjo, Feu André Johnson, paix à son âme, Jerry Tahama, on a fait bloc, on discutait, ça a discuté pied à pied, jusqu'à ce qu'on entre en salle, il n'y avait pas de consensus. À 20h ou 21h, on a une pause, on demande une pause pour nous retrouver une ultime fois. Et finalement, nous n'avons pas eu de septennat. On est revenu sur un quinquennat qui fait 2 mandats de 5 ans et c'est tout. Et ça limite le mandat. Et vous avez 3 législatures qui se sont succédées dans ce pays. 2002, 2007, 2007, 2013, 2013, 2018, qui n'ont pas pu limiter ce mandat parce qu'ils n'avaient pas la patience, ils n'avaient pas d'arguments, ils n'avaient pas de bonne foi, peut-être, je ne veux pas les accuser, mais en tout état de cause, nous avons réussi là où tout le monde a échoué. Et ce texte en vaut 1000. Alors, vous demandiez un exemple, ça c'est un exemple. Mais un exemple jusqu'au moment où la Constitution peut être encore révisée et que les compteurs soient remis à zéro. Alors, c'est important que lorsqu'il y a des élections, l'opposition, au lieu de faire la fille difficile, participe aux élections pour occuper un peu plus d'espace, de sièges dans les espaces démocratiques qui sont réservés à tous les Togolais. Quand vous n'allez pas, votre siège sera occupé par un autre et il fera ce qu'il veut. Et vous pourrez crier autant que vous voudrez, c'est la vie. Et donc vous aimez les filles faciles, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, revenons à l'accord RBT-UFC conclu il y a 9 ans environ. Franchement, est-ce que cet accord est encore d'actualité? Pour être tout à fait honnête avec vous, et là je ne m'exprime pas au nom de M. Olympio, je vous donne mon opinion, puisque je suis un de ses lieutenants, officiers supérieurs sur le terrain. Je vois, j'entends, j'agis. À mon avis, cet accord-là appartient au passé. Nous avons dépassé cet accord-là. Le contexte a changé. Nous ne sommes plus dans une dynamique de clivage où il fallait maintenant s'asseoir, apprendre à se parler, apprendre à travailler. Nous avons fait 9 ans au gouvernement. Nous savons comment fonctionne un gouvernement. Nous savons comment fonctionne un État. Nous sommes chefs de file de l'opposition. Pour nous, cet accord-là, en tout cas à mon avis, appartient à l'histoire. Maintenant, il faut dire que les conséquences de cet accord a créé une relation de respect entre nous, ça a créé une relation de confiance entre nous, et la qualité de la relation, la force de la relation que nous avons avec le parti au pouvoir aujourd'hui est plus forte que ce que nous dictait l'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus une obligation contractuelle, mais s'il y a un problème, en un coup de fil, je peux me retrouver au siège du parti au pouvoir et nous avons une discussion sur le sujet. On n'a pas besoin d'avoir une réunion, de trouver une Santé Didio, une tierce partie.
met le problème sur la table. Si on peut le régler, on le règle. Si Mais on ne l'accord peut pas, ayant été officiellement signé, est-ce qu'il ne faut pas un coup de... venir signer son acte de décès, non, ce n'est pas nécessaire. Puisque c'est comme... comment est-ce que je vous l'expliquerai? C'est comme deux personnes qui se sont mariées à un moment donné. Un mariage de raison. Parce que c'était pas un mariage d'amour à la base. Disons, un mariage de raison. On a eu des enfants. Et bon, maintenant, chacun est passé à autre chose. On est séparés. Chacun fait sa vie. Mais nous avons eu des enfants. Ces enfants-là, il faut s'en occuper ensemble, même si nous ne sommes plus mariés. Et qui sont ces enfants-là de cet accord? Les enfants de cet accord, c'est la paix. C'est les 5% de croissance que nous avons eu pendant un certain temps. Un début de décollage économique qu'il faut préserver et transformer en développement économique. Et c'est à ce titre que vous n'avez plus participé au gouvernement après la présidentielle de 2020. Mais si toi et ton mari, vous êtes séparés, qu'est-ce que tu vas venir faire dans son lit le soir? Tu vas qu'à tes occupations, tu te cherches. Tu te cherches. Donc, pour dire que... Mais il n'y a pas d'animosité. Nous sommes des amis, on a des enfants. Comme je dis, la paix, c'est notre enfant. L'apaisement qu'il y a dans le pays, le décollage économique qu'il y a eu à un moment donné, ce sont nos enfants, on doit s'en occuper. Donc, nous veillons à ce que ces enfants-là restent en bonne santé et que le pays continue à avancer. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous tous, c'est le développement. Je pense qu'il faut mettre la patrie avant les partis. On a trop divisé les Togolais en faisant croire que une portion ou une partie des Togolais ont la solution à tous les problèmes, que certains sont des Togolais à part entière et que d'autres sont des Togolais entièrement à part. Non. Maintenant, c'est le Togo d'abord. Il y a une situation, il y a une crise sécuritaire sous-régionale, il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique, il y a la vie chère. La vie chère, elle vous touche, elle me touche, elle touche les gens d'UNIR, elle touche les gens de l'ANC, elle touche tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la gouvernance dans le pays, pour pouvoir soulager les Togolais? Moi, c'est ça ma priorité. Ce n'est pas de dire que, moi, je suis un vrai opposant, toi, tu es un demi-opposant, lui, c'est un opposant frélaté. On laisse ça pour les enfants. On a passé cette étape. Il faut régler les problèmes que les Togolais ont. Les gens cherchent comment ils vont boucler leur mois, comment on fait pour augmenter leur salaire, comment on fait pour qu'il y ait une assurance maladie. De plus en plus de gens souffrent d'hypertension, de diabète et de tout cela. Nous devons trouver de vraies solutions. Vous n'allez pas prendre tout votre salaire pour vous soigner. Donc, il faut que l'assurance maladie devienne une réalité rapidement. Tu es malade, tu vas, on te soigne, tu ne débourses pas un sou. Tu payes peut-être indirectement. Donc, tous ces mécanismes-là, moi, je pense que c'est ça qui est urgent. Ce n'est pas quelle est la couleur du chat, pourvu qu'il attrape les souris. C'est ça qui est important. Les téléspectateurs nous diront ce qu'ils pensent de votre discours politique d'un moment à l'autre, puisqu'ils ont la possibilité de nous écrire au plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous par WhatsApp. Que pensez-vous donc du repositionnement politique de l'Union des forces de changement? L'accord RPT-UFC a-t-il permis au Togo de faire des bons qualitatifs sur le plan politique, et le parti de Gilkis Olympio peut-il conduire à l'alternance? Écrivez-nous dès maintenant. Pour conclure cette première partie, honorable Sénat Alipuy, je voudrais qu'on parle du chef de votre parti, Gilkis Olympio. En 2018, au temps fort du soulèvement politique, il a annoncé sa retraite politique au cours d'une conférence de presse à laquelle j'ai assisté. Donc je l'ai entendu, je l'ai vu de mes propres yeux, ce qui s'appelle vu. Alors, mais depuis lors, il reste à la tête du parti. Pourquoi ce paradoxe? Je crois que vous l'avez entendu, vous l'avez vu, comme vous l'avez dit. Mais hélas, vous ne l'avez pas compris. Vous vous sentez comme sur un ring de boxe, hein? Non, soyons sérieux. Il avait la volonté de se retirer. Il nous en a fait part. Mais c'est notre papa. Depuis quand un papa va venir vous regrouper et vous annoncer qu'il veut mourir? On n'acceptera pas. Donc j'avoue, si je ne l'avouais pas, ce serait malhonnête de sa part. Nous, dans notre perspective, et pour être honnête avec tout le monde, pour qu'on se comprenne bien qu'il n'y a pas de malentendu, moi j'estime que sa mission n'est pas achevée. Il a 84, il vient de fêter 85 ans. Il a encore un bon 10-15 ans, en tout cas vu son état de santé, qu'il peut mettre encore dans cette affaire-là pour continuer à orienter. Ce n'est plus l'homme qui va aller faire des meetings, mais il donne des directives.
Comme on dit, un sage couché voit plus loin qu'un jeune perché sur un cocotier. En 10-15 minutes de discussion avec lui, ce que vous apprenez quand vous faites le débrief, vous relisez, vous reprenez les éléments, vous avez de quoi faire une dissertation, vous avez de quoi faire des activités pendant 2-3 mois. Oui, mais a-t-il besoin d'être président de parti avant de vous donner ces directives? Pour moi, tant qu'il respire, c'est le patron du parti. Et nous n'accepterons pas qu'il soit remplacé. À moins que nous soyons dans une situation de fait où il n'est pas là. Bon, il peut dire qu'il veut partir, ça c'est bien beau, mais nous ne le laissons pas partir. Oui, mais c'est dans les puits, ce fonctionnement n'est pas démocratique. Non, nous ne violerons pas la loi pour le maintenir là. Nous resterons dans la légalité, c'est-à-dire que nous ne le kidnapperons pas, nous n'allons pas l'attacher pour lui dire que Dieu ne bouge pas. Ça serait enfreindre la loi. Mais il est tout à fait démocratique et légal d'encourager un leader dans lequel vous vous retrouvez à rester au pouvoir, si les conditions légales le lui permettent et s'il a toujours une certaine légitimité. Vous voyez, pour être tout à fait honnête avec vous, nous avons la charte des partis à respecter, d'une part. Nous avons les statuts et le règlement intérieur de notre parti à respecter. Ce sont les 3 textes que nous devons respecter. Et rien dans ces 3 textes-là ne l'empêche de rester président de notre parti, s'il est élu. Alors nous, tout ce que nous disons, c'est que, bon, maintenant qu'il est moins sur le terrain, il faut renforcer l'équipe autour de lui. Parce qu'il a des lieutenants qui ont beaucoup évolué et qui peuvent aussi gérer le parti. Hein. Comme c'est là depuis. Non, moi, je n'ai pas ce genre d'ambition. C'est-à-dire que nous sommes le bras qui agit. Le bras n'a pas la même composition, la même structure que les cerveaux ou la tête. Donc, c'est que nous sommes un corps. Lui, il pense, nous agissons. Et donc, Est-ce qu'il n'aurait pas été utile de revenir au devant du public, de la presse, pour nous qui l'avons vu, nous l'avons entendu dire qu'il prend sa retraite politique? Est-ce qu'il n'est pas utile de revenir, nous faire comprendre qu'il disait autre chose? Donc vous admettez que vous n'avez pas compris, alors. Ce qui est une bonne chose. La compréhension, il y a plusieurs cerveaux. Non, pour être honnête, il était sur le départ. Nous l'avons retenu. Il a fait son discours, je crois le lendemain, il est parti. Il a quitté le pays même, en réalité. On a créé des conditions pour qu'il reste où est-ce qu'il est. Et il est là, et ça marche. Donc, et puis, au-delà de ce que vous et moi voulons, et de ce que lui veut, il y a la volonté divine. Il est là aussi parce que Dieu estime que sa mission n'est pas terminée à la tête de l'UFC et lui ouvre la voie pour continuer. Mais pour être plus sérieux avec vous, puisque nous tirons à la fin de la première partie, je vais dire que c'est un géant de la politique togolaise. Je lui dois beaucoup personnellement. Écoutez, il m'a donné beaucoup d'opportunités de le servir lui-même, de servir le peuple togolais. Et j'estime qu'il a encore beaucoup à apporter. Et s'il a la santé comme il l'a en ce moment, nous lui prêtons longue vie et c'est notre patron. La seule chose que nous demandons maintenant, surtout pour les héritiers qui sont en train de s'agiter un peu, c'est qu'on tienne un congrès pour nous conformer à nos statuts et aux lois en vigueur dans le pays pour permettre au parti de fonctionner de façon légale et légitime. Vous voyez, c'est tout. En dehors de ça, on a un chef qui prend des décisions. Je crois que depuis octobre, je dois l'avoir vu 4 ou 5 fois. Il va très bien, il fait ce qu'il a à faire. Et puis, bon... Il va très bien, mais apparemment, le parti lui-même traverse ou a traversé des moments difficiles. On a parlé des dissensions internes très prononcées. Quel était le problème? Vous savez, le linge sale se lave en famille. Il ne serait pas très responsable pour moi de venir étaler sur la place publique les choses qui se passent à la maison. Mais l'odeur du linge sale était déjà dans l'odorat du public. Bon, comme vous insistez, je pense que je répondrai à la prochaine fois qu'on se verra. Non, plus sérieusement, du mois de mai jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, j'ai rencontré plus de 1000 cadres du parti, du nord au sud. Si c'est qu'on pouvait passer les images, je vous le montrerai. Ça, c'est à Agnier. Vous pouvez faire défiler. Hein. Pour un parti qui est mort, ça, c'est à Agnier, toujours. J'ai rencontré plus de 1000 cadres de ce parti. Et ils demandent tous où est le patron.
Oui, monsieur Olympio, transmettez-nous ces salutations. Nous voulons un congrès. Nous voulons que le parti soit debout. Nous leur avons expliqué que maintenant, nous sommes dans une dynamique de développement du pays. Nous ne sommes plus dans une dynamique Donc, nous sommes un parti qui est debout. On nous annonce mort. Regardez les photos. Ça, c'est des photos d'un parti mort. Et ça, c'est parce qu'il y a la Covid. Que donc, nous n'avons visité que les hauts cadres du parti. On n'a pas été dans les sections parce qu'il faut respecter la loi. On ne peut pas se regrouper à plus d'un certain nombre. Vous voyez. Donc, les gens disent que l'UFC est mort. Quand on vient ici, vous aussi, vous nous dites que tout le monde nous a quittés. Mais nous ne sommes pas morts. Nous sommes un parti qui est debout, en pleine santé, d'implantation nationale. Sauf que maintenant, nous avons changé de paradigme. Vous voyez, nous sommes sur la voie de M. Olympio qui prône le dialogue. Et au lieu de nous bagarrer tous les jours pour des questions d'alternance, nous disons que faisons-nous pour que le Togolo se développe? Comment contribuons-nous au développement de ce pays? Ça, c'est Akara. Ouais. Donc, on a sillonné tout le pays. Donc sur plus de 1000 cadres. Des réunions à Akara. Ce n'est pas donné pour tous les autres partis politiques. Non, il faut être sérieux dans la vie. C'est que tu sais que tu vas aller à Akara tenir une réunion. Dans une période où on dit pas de meeting. Donc, tu ne vas pas aller rassembler 300 personnes à Akara. Les images que vous voyez, c'est à peine. Donc, c'est pourquoi je dis que il faut il faut travailler intelligemment. Il y a la loi qui dit qu'en ce moment, tu ne peux pas faire ceci. Bon, tu le fais en format plus réduit pour te conformer à la loi. Et avant d'aller, tu écris au ministère de l'administration territoriale. On informe le préfet. Quand tu arrives dans la localité, tu informes le préfet que tu es là et tu lui dis ce que tu viens faire. Et tu vas faire ce que tu as à faire le plus tranquillement et le plus démocratiquement du monde. Les photos sont là, ce n'est pas qu'on a dit. Ce n'est pas qu'on a un arrangement particulier qui nous permet de le faire. Ouais, on va reprendre les discussions. Hein, donc, je termine en vous disant, que j'ai rencontré 1000 cadres de notre parti. Je vous redonnerai la parole. Il n'y a que 7 personnes ou 8 qui font toute cette agitation-là. D'accord, je donnerai la parole pour revenir sur ces 7-8 personnes qui vous rendent la vie difficile. Mais là, nous marquons une pause pour une édition du journal sur votre chaîne. On se retrouve dans une dizaine de minutes.